Chers auditeurs de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui vous facilite la compréhension du droit et qui vous fait découvrir l'univers juridique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un pilier fondamental du droit de la famille, la filiation, et ce avec Maître Michel Noussiassi Agué. Nous allons explorer les différents modes d'établissement de la filiation, aussi bien dans le cadre du mariage qu'en dehors du mariage. Mécha Kinyaro au micro, Maître Agué, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Djena. Merci. Alors, un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Alors, en termes juridiques, quand on dit filiation, qu'est-ce qu'on entend par là? Lorsque nous parlons de filiation dans le domaine de droit, c'est de pouvoir établir le lien qui pourra exister entre un parent et son enfant ou bien ses enfants. Donc, lorsqu'on parle par exemple les liens qui peuvent unir un père à son enfant, une mère à son enfant, donc nous parlons de filiation. Et il y a plusieurs types de filiation dans le domaine juridique. Oui, nous aurons l'occasion d'en parler en long et en large au cours de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions juridiques, législatives qui régissent la filiation? Bien sûr. Au Togo, nous avons le Code des personnes et de la famille qui traite de tout ce qui a lien avec le mariage, la famille, les relations entre les différents membres de la famille. C'est ce code-là qui parle de la filiation. Mais il y a également le Code de l'enfant qui parle des relations qui peuvent exister entre les parents et leurs enfants. D'accord. Lorsque nous prenons ce code dont vous parlez, le code des personnes et de la famille, que dit-il du rapport qu'il y a entre le mariage et la filiation? Bon, je crois que c'est la partie la plus simple. Donc, le code dit lorsque des parents sont mariés à l'état civil avant d'avoir leurs enfants, les enfants sont considérés comme, sur le plan légal ou bien sur le plan juridique, des enfants de ce couple-là. Donc, c'est facile de reconnaître que une mère ou bien une femme est la mère d'un enfant, mais c'est plus difficile de reconnaître qui est le père de l'enfant. Donc, la loi au Togo dit, lorsque vous êtes marié et que la femme accouche, on considère que le mari de la femme est le père de l'enfant qui est né de cette femme. Je ne sais pas si... Oui. Donc, si vous êtes les mariés à l'état civil et que votre femme accouche, on ne va pas aller chercher qui est le père de l'enfant. Donc, le mari est le père de l'enfant qui est né de la femme qui est mariée. D'accord, c'est noté. Alors, il semble qu'il y ait différents moyens d'établir la filiation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, là, actuellement, nous avons déjà parlé. Vous avez posé la première question de savoir quel est le lien entre le mariage et la filiation. Donc, nous l'avons dit. Donc, il y a la filiation que nous appelons la filiation légitime, c'est-à-dire c'est la filiation d'un enfant qui est né dans le mariage de ses parents. Donc, si les parents sont mariés, donc l'enfant naît, soit le père ou la mère va à l'état civil pour déclarer qu'ils ont donné naissance à un enfant. Donc, cette déclaration à l'état civil de cet enfant établit le lien de droit entre l'enfant et ses parents. Donc, du coup, ça veut dire que l'enfant est reconnu par ses parents. Le mariage ne pose pas d'autres conditions pour ce qui concerne un enfant qui est né dans le mariage. Maintenant, il peut y avoir d'autres manières de reconnaître un enfant lorsque les parents ne sont pas mariés avant la naissance de cet enfant. Donc, lorsque nous prenons par exemple des parents qui ne sont pas mariés, on se dit que lorsque on va à l'état civil pour déclarer l'enfant, le nom de la mère est inscrit. On sait que l'enfant est né d'une mère et que au niveau de la maternité, on a fait un certificat et
à la maternité qui montre que c'est cette femme-là qui vient d'accoucher. Avec ce certificat-là, la femme peut aller faire la déclaration à l'état civil. Et là, on reconnaît qu'il y a un lien qui unit, un lien juridique qui unit l'enfant à sa mère. Mais lorsque le parent, le père qui n'est pas marié, il faut que le père même aille à l'état civil pour dire que voilà, c'est mon enfant. Donc le père qui va à l'état civil fait la déclaration, reconnaît que c'est son enfant. Mais s'il ne le fait pas au moment de l'établissement, au moment où on est en train de faire l'acte de naissance de l'enfant, il faut qu'il passe par d'autres moyens pour pouvoir faire cette reconnaissance. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les questions de filiation naturelle, légitime et adoptive? Oui, donc nous avons la filiation légitime dont nous avons déjà parlé. Donc c'est le lien de droit qui unit un enfant à ses parents qui sont mariés à l'état civil. Lorsque vous êtes un enfant et vous êtes né des parents qui sont mariés à l'état civil, au moment de votre naissance ou après votre naissance, ils sont mariés. Donc on parle de filiation légitime. Lorsque nous parlons de filiation naturelle, c'est le lien qui unit un enfant à ses parents qui ne sont pas mariés. Les deux peuvent être des parents célibataires, c'est-à-dire que quand ils se sont rencontrés, ils ne sont pas unis par les liens de mariage. Ils sont tous deux des célibataires. Ils ont vécu leur histoire. Ils ont eu un enfant. On parle d'enfant naturel. Mais il peut avoir une catégorie d'enfants naturels qu'on appelle enfants adultérins, c'est-à-dire qu'un des parents était marié. Supposons qu'un homme qui est marié à une autre femme vient faire un enfant avec une autre femme célibataire. Dans ce cas, on parle d'enfant naturel, mais enfant naturel adultérin. Maintenant, enfant adoptif, c'est une situation qui est créée par la loi et qui unit des personnes qui ne sont pas liées par les liens biologiques ou bien par les liens de sang. Donc, vous décidez, vous n'avez pas d'enfant, bien vous avez d'enfant, vous voyez un enfant, vous décidez d'adopter cet enfant, de prendre cet enfant comme votre enfant, vous faites les démarches auprès des tribunaux et autres. Donc, vous adoptez cet enfant-là. On parle dans ce cas-là de filiation adoptive. D'accord. Alors, c'est un peu beaucoup plus clair. Quelle qualification va-t-on retenir dans le cas où l'homme n'était pas peut-être encore marié, mais qu'il avait contracté une grossesse avec une femme ailleurs et que c'est juste après son mariage que la femme a accouché? L'homme n'était pas marié. N'était pas encore marié. Oui, il avait sa fiancée. Il avait sa fiancée. Maintenant, il fait un enfant avec une autre femme qui n'est pas sa fiancée. Qui n'est pas sa fiancée, mais en ce moment, elle n'avait pas encore accouché. Et c'est au moment où il s'est marié, quelques mois après, que l'enfant est venu au monde. Non, je considère que cet enfant, c'est un enfant naturel. On ne peut pas parler d'enfant adultérin parce que le père n'était pas encore dans les liens du mariage. Donc, c'est un enfant naturel. Donc, il y a des conditions et des critères qui permettent la qualification de type de filiation dans lequel l'on est. Oui, tout à fait. Et le principal critère, c'est soit le mariage, soit l'adoption. C'est les deux principaux critères. Donc, le troisième, vous êtes en union libre. Donc, ce sont des relations. Les critères sont liés essentiellement aux relations qui existaient entre les parents au moment de la naissance de l'enfant. Donc, ou bien au moment de sa conception ou de sa naissance. Donc, le statut matrimonial joue beaucoup. Tout à fait. Dans la qualification. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que la nationalité des parents influence sur le mode de filiation? Oui, ça peut influencer. Ça peut influencer parce que la nationalité des parents peut influencer dans la mesure où si la législation d'un des pays est différente de ce que prévoit la législation au niveau du Togo. Mais de manière générale, on dirait que en matière de filiation, il n'y a pas
tellement de différences entre ce que prévoient les différentes dispositions juridiques de par les différents pays. Mais ça peut influencer s'il y a des dispositions particulières d'un pays à un autre. Lorsque nous prenons par exemple l'adoption, par exemple, au niveau du Togo, on a fixé un âge limite. Ça peut ne pas être la même chose dans un autre pays. Quand vous voulez par exemple adopter un enfant, ce que nous appelons une adoption plénière, c'est-à-dire l'adopter d'une manière totale et que l'enfant soit intégré dans votre famille. Si l'enfant a plus de 12 ans, vous ne pouvez plus le faire. Mais ça peut être un autre âge limite qui soit fixé par un autre pays également. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'adoption dont vous avez parlé? Apparemment, elle est partielle. Il y a le cas où elle est partielle et d'autres cas où elle est plénière. Oui, il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Donc, ce que nous appelons l'adoption plénière, c'est d'une manière simple une adoption totale qui fait que l'enfant perd ses liens avec sa famille d'origine. Donc, un enfant qui naît, par exemple, dans une famille Kofi et qui est adopté par un monsieur ou bien un couple qui s'appelle Kodjo, par exemple. Donc, l'enfant ne va plus s'appeler Kofi, il va prendre le nom de la famille Kodjo et il sera considéré comme membre de cette famille à part entière. Il a les mêmes droits que les enfants qui sont nés de manière naturelle, bien de manière biologique dans sa famille d'adoption. Alors que, et pour ça, la loi prévoit que si on doit faire ce genre d'adoption, un enfant qui a plus de 12 ans, on ne peut pas le faire. À moins que l'enfant soit un enfant issu si c'est un couple qui veut adopter l'enfant, si supposons par exemple que j'ai un enfant avant de me marier et que mon conjoint veut adopter mon enfant, là, dans ce cas, on repousse l'âge à 16 ans. Donc, l'enfant peut avoir jusqu'à 16 ans avant que mon conjoint puisse l'adopter comme son enfant de manière plénière. Maintenant, pour ce qui concerne l'adoption simple, on dit qu'il n'y a pas, là, dans ce cas, il n'y a pas d'âge limite dans un premier temps. On peut faire l'adoption à n'importe quel âge. Et là, l'enfant garde son nom d'origine. L'enfant garde son nom d'origine, mais il peut ajouter le nom des personnes qui l'ont adopté à son nom de famille d'origine. Et il garde aussi un certain nombre de droits par rapport à sa famille d'origine. Alors que pour ce qui concerne l'enfant qui a été adopté de manière totale, plénière, il perd tous ses droits par rapport à sa famille d'origine. Donc, sauf que il ne peut pas, par exemple, c'est pas parce que il s'appelait Kodjo avant et maintenant il s'appelle Kofi, il va retourner se marier dans sa famille d'origine. C'est ce droit-là qui ne lui est pas reconnu par la loi. Très bien. Alors, parlons toujours de l'adoption. Il arrive des situations où l'un des conjoints du parent de l'enfant décide de l'adopter. Comment ça se passe et que dit la loi togolaise? Oui, la loi, comme nous l'avons déjà dit, la loi accepte que le conjoint puisse adopter l'enfant de son conjoint. Dans ce cas, il a la possibilité de faire la demande. S'il fait une adoption plénière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le juge donne son accord pour qu'il puisse adopter cet enfant-là, cet enfant est considéré au même titre que les enfants qui sont nés légalement de lui. L'enfant portera le nom du conjoint, il ne va plus porter le nom de son père, il va porter le nom du nouveau conjoint de sa mère ou bien du conjoint de la conjointe de son père si c'est le père qui avait. Non, il ne peut pas porter le nom de la conjointe puisque c'est le nom du père qu'on porte. Donc, il porte le nom du conjoint de la mère et il est considéré comme un enfant légitime de ce couple. Donc, il coupe tous les liens avec son père d'origine ou bien son père naturel. Est-ce que c'est possible de faire cette adoption si le papa de l'enfant est toujours vivant et que préalablement un acte de naissance a été déjà établi ainsi qu'une nationalité? Oui, c'est possible de le faire, mais il faut que le papa donne son accord. Il faut que le papa de l'enfant donne son accord. C'est comme tout autre type d'adoption. Lorsque vous voulez, par exemple, adopter un enfant
dont les parents sont vivants, parce qu'il y a certains enfants dont les parents sont vivants, il faut que les parents puissent donner leur accord. Donc, si les parents ne donnent pas leur accord, on ne peut pas adopter l'enfant. Il faut que le papa donne son accord. Et est-ce qu'à ce niveau, les questions de nationalité aussi jouent? Oui, puisque si je prends par exemple le droit togolais, lorsque vous adoptez un enfant d'une manière plénière, donc cet enfant-là a les mêmes droits que les enfants qui sont nés naturellement de vous. Donc le droit togolais dit que est togolais un enfant qui est né d'un père ou d'une mère togolaise. Dans ce cas, une fois que l'enfant est adopté, si même à l'origine l'enfant n'était pas togolais, par le lien d'adoption, il peut acquérir la nationalité togolaise, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont adopté peuvent lui transmettre la nationalité togolaise. Très bien. Alors, vous aviez tantôt parlé des différents types de filiation. Vous avez parlé des enfants naturels, légitimes, adultérins. Est-ce que ces enfants, au vu de la loi, jouissent des mêmes droits? Oui, tous les enfants aujourd'hui, je crois que le Togo est arrivé à un niveau où il prend la précaution de pouvoir protéger les enfants. On parle souvent de l'intérêt supérieur d'un enfant. Donc, quel que soit le type de filiation, quel que soit le lien qui unit un enfant à ses parents, dans la mesure où le parent l'a reconnu, surtout lorsque nous parlons de filiation naturelle ou peut-être de filiation adultérine, dans la mesure où le parent l'a reconnu, l'enfant jouit des mêmes droits que tous les autres enfants. Tous les enfants jouissent des mêmes droits. Vous avez en tant que parent l'obligation d'élever, d'éduquer, de nourrir votre enfant, de prendre soin de vos enfants. C'est une obligation qui pèse sur tous les parents, quel que soit le lien de filiation qui les unit. Et en matière successorale, pour les questions d'héritage, est-ce qu'ils jouissent toujours du même droit? Oui, ils jouissent toujours du même droit dans la mesure où l'enfant est reconnu. L'enfant est reconnu. Sauf que peut-être dans le cas de l'enfant adultérin où la loi précise qu'une fois que le père qui était légalement marié à d'autres femmes, une fois que le père fait cette démarche de reconnaître un enfant qui est né hors des liens du mariage, le père doit prendre la précaution d'informer son épouse légale ou bien ses épouses s'il était un polygame. Il doit prendre la peine de porter cette information-là à la connaissance de celle avec qui il était légalement marié. Donc, c'est la seule condition que la loi pose. Donc, si la démarche est faite dans les règles de l'art, dans les normes juridiques, donc l'enfant bénéficie des mêmes avantages ou bien des mêmes droits sur le plan successoral que les autres enfants. Vous avez assez employé le terme reconnaître enfant reconnu. Qu'est-ce que la loi sous-entend par reconnaître un enfant? Oui, reconnaître un enfant, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas marié, c'est là où on parle de reconnaissance. Lorsque vous n'êtes pas marié, on dit, surtout par rapport aux hommes, parce que pour la femme, ça peut être une évidence. Pour les hommes, ce n'est pas évident. Donc, quand vous n'êtes pas marié, la loi dit, il appartient à l'homme qui n'est pas marié, qui a un enfant, de faire la première démarche, d'aller à l'état civil et de dire à l'état civil que c'est moi, le père de cet enfant. Donc, ce qui veut dire en termes clairs, de manière pratique, que la déclaration de l'enfant à l'état civil doit être faite par son père qui n'était pas marié avec sa mère. Donc, si on voit sur l'acte de naissance, nom du déclarant, le père, on comprend en même temps que, voilà, celui-ci, il a pris le mot m'échappe un peu, il a pris la position de père, il a reconnu que cet enfant est son enfant. Donc, voilà le premier pas le plus simple. Mais s'il advenait que ce n'est pas le père qui soit allé à l'état civil pour déclarer cet enfant, en principe, si c'est la mère qui le fait ou bien si c'est une tierce personne, on ne doit pas mettre le nom de ce papa-là sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, on laisse la place libre et après,
la possibilité est laissée au papa d'aller au niveau du tribunal, aller voir le président du tribunal pour déclarer que voilà, l'enfant qui est né telle date, qui porte tel nom, c'est mon enfant. Je reconnais que c'est moi l'auteur de la grossesse, c'est moi le père de l'enfant. Il le reconnaît. Soit il va chez un notaire, il fait la même déclaration. Donc avec cette déclaration-là, maintenant, il peut aller à l'état civil corriger l'acte de naissance de l'enfant. Oui, dans l'exemple que vous venez de donner, vous parlez d'une situation où peut-être le papa a fui sa responsabilité ou a nié la grossesse. Dans ce cas, vous avez dit qu'on laisse la place du père, rien n'est mis. L'enfant porte alors quel nom? L'enfant porte le nom de sa mère. L'enfant porte le nom de sa mère. Si c'est moi qui ai déclaré avoir eu un enfant, l'enfant va porter la famille à guet. Et on constate que c'est un phénomène assez récurrent actuellement et certaines femmes décident d'attribuer le nom de leur oncle, d'une personne de leur côté maternel à l'enfant. Que dit la loi? Est-ce que c'est légal, c'est légitime de le faire? Ce n'est pas du tout légal et c'est quelque chose qui porte atteinte aux droits des enfants. Parce que lorsque vous allez déclarer une tierce personne comme le père de votre enfant, parce que les femmes se trouvant dans cette situation difficile se disent que c'est peut-être une honte d'aller déclarer un enfant et de laisser la partie nom du père vide. On va dire que mon enfant est entre guillemets un enfant bâtard, comme ils ont l'habitude de le dire, ce qui est vraiment un thème qui est interdit par la loi. Péjoratif. Péjoratif. Donc, elles ne veulent pas porter cette responsabilité, donc elles prennent sur elles d'aller mettre le nom d'une autre personne là-bas. Donc là, ça complique la situation. Le jour où le père, le vrai père, décide de reconnaître cet enfant, ça veut dire qu'il va falloir encore faire une autre démarche. Celui qui a reconnu l'enfant, il faudrait qu'on puisse démontrer que ce n'est pas lui le réel père, et on doit encore faire un autre jugement pour enlever le nom de celui qui était mentionné et dire que voilà le père, et on met le nom. En principe, moi, je voudrais quand même dire que si au niveau de la population, nous ne maîtrisons pas la loi et nous ne maîtrisons pas les pratiques, il appartient aux agents d'état civil de pouvoir veiller à ce que ces actes de naissance ne soient pas faits. Quand une femme se présente toute seule pour déclarer son enfant, il faudrait peut-être, le minimum c'est de demander peut-être une preuve de... Est-ce que vous êtes légalement marié? Si elle est légalement mariée, elle a une copie de son certificat de mariage, elle peut faire la déclaration. Mais si elle n'est pas légalement mariée et qu'elle affirme que voilà, c'est telle personne qui est le père de mon enfant, quelle est la preuve? Allez chercher la personne pour que cette personne vienne déclarer ou bien faire les choses dans les bonnes... comme la loi le prévoit. Sinon, c'est des problèmes qu'on crée par la suite. Beaucoup plus tard. Et est-ce une femme peut décider de refuser à un homme de reconnaître l'enfant si peut-être au moment de la conception, 10 ans, 7 ans en arrière, il avait renié cet enfant? Bon, la femme ne peut pas. La femme ne peut pas puisque on dit si la personne... Il y a des délais quand même pour dire que... le père, le vrai père, il a des délais quand même pour faire la démarche pour reconnaître son enfant. Je crois que c'est un délai qui court entre 2 ans ou 5 ans. Je n'ai pas bien le délai en tête. Si par exemple, à un moment donné, s'il décide de reconnaître son enfant, la femme ne peut pas refuser. Mais si le délai passe, si le délai que la loi lui donne passe, et c'est après qu'il décide de le faire, là, ce n'est pas la femme qui lui refuse ce droit, mais c'est la loi qui lui refuse ce droit parce qu'il a laissé passer le délai et il ne peut plus faire l'acte pour faire la démarche pour reconnaître son enfant. Maintenant, une fois que l'enfant devient majeur, l'enfant peut lui faire une démarche en recherche de paternité. L'enfant, lui, peut aller faire peut-être cette démarche-là pour rechercher qui est son vrai père et
établir le lien de filiation entre lui et son père. Et ce dernier. Et si on reste toujours avec cet exemple que vous avez cité, si on est dans le cas où le papa a respecté le délai, il est toujours dans le délai, et qu'entre-temps, l'enfant a été adopté par le nouveau conjoint de la femme avec qui il a eu l'enfant. Dans ce cas, comment est-ce que dit la loi et qu'est-ce qui se fait? Bon, ça, je crois que c'est un exemple assez, comment dirais-je, assez un peu compliqué. Donc, on suppose que le monsieur était dans le délai, mais il n'avait pas fait les démarches pour reconnaître son enfant. Oui. C'est ça. Et maintenant, l'enfant a été adopté par le nouveau conjoint de sa mère. Je pense que dans ce cas, il appartient au juge de se prononcer, mais à mon avis, les juges vont se prononcer beaucoup plus peut-être en prenant en compte l'intérêt de l'enfant. Le nouveau conjoint a fait l'adoption ça fait depuis combien de temps? Si l'enfant a commencé par vivre peut-être avec ce nouveau conjoint, a pris les habitudes, a pris ce que nous appelons la possession d'un enfant de ce nouveau conjoint, et que celui qui devait faire la procédure pour la procédure de reconnaissance ne l'a pas fait, ou bien peut-être dans un premier temps il avait refusé, et c'est maintenant qu'il se met à vouloir faire la démarche. Je crois que le juge va apprécier au cas par cas. S'il avait déjà refusé cette grossesse et refusé de reconnaître l'enfant, je crois qu'il lui sera difficile, maintenant que l'enfant a une nouvelle identité, de venir réclamer et de rentrer dans cette voie. Mais si, par exemple, la maman lui avait caché la grossesse et il n'était pas au courant que c'était sa grossesse et il n'avait pas cette connaissance et il n'avait pas pu faire la démarche, dans ce cas, je crois que on pourra lui donner raison, parce que la loi demande à ce que les parents puissent donner leur accord pour l'adoption de leur enfant. Et si vous cachez à une personne qu'il a un enfant et que la personne le découvre, donc la personne se trouve dans son droit de revendiquer la filiation avec son enfant. Nous allons revenir dans le cadre du mariage et dites-nous comment est-ce qu'on établit le lien de filiation lorsqu'à la naissance de l'enfant ou avant sa naissance, le papa décède. Ils étaient mariés. Oui, ils étaient mariés dans le cadre du mariage. Ils étaient mariés. Donc, avant que la femme n'accouche, le papa décède. Le papa est décédé. Donc, puisque la loi dit l'enfant ça veut dire que l'enfant a été conçu dans le mariage, c'est-à-dire que la grossesse est survenue dans le mariage. Dans ce cas, l'enfant porte le nom du père, même s'il est décédé, il est considéré comme un enfant légitime. Et il a pour père le mari défunt de sa mère. Donc, il garde le nom. Il garde le nom. Très bien. Et il garde aussi les droits, tous les droits des enfants légitimes. Très bien. Avant de parler de la contestation de la filiation, avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les effets juridiques de la filiation vis-à-vis d'une part du parent et de l'autre part de l'enfant? D'accord. Lorsque la filiation est établie, il y a ce que nous appelons l'autorité parentale. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant, les pères, les mères ont un certain nombre de droits et de devoirs par rapport à leurs enfants. En termes d'obligations, par exemple, on dit le parent a l'obligation de garde. C'est-à-dire, lorsque vous avez un enfant, l'enfant doit rester avec vous. C'est vous qui choisissez le domicile de votre enfant. C'est vous qui veillez au bien-être de votre enfant. Vous avez l'obligation de nourrir votre enfant. Donc, il doit manger matin, midi, soir. Vous avez l'éducation de l'éduquer, l'envoyer à l'école. Vous avez l'éducation de pouvoir à son bien-être, à sa santé, tout. Donc, toutes ces obligations pèsent sur le parent. Donc, de l'autre partie, lorsque vous avez toutes ces obligations, les parents ont un certain nombre de droits par rapport à leurs enfants également. Surtout l'enfant mineur, l'enfant qui n'a pas encore 18 ans, le parent a, par exemple,
le devoir ou bien le droit d'interdire un certain nombre de choses à son enfant. Si le parent dit l'enfant ne peut pas se déplacer, l'enfant ne peut pas aller ici, l'enfant ne doit pas sortir à cette heure, donc l'enfant a l'obligation de pouvoir écouter et d'obéir à son père ou à sa mère. En même temps, lorsque l'enfant qui n'a pas encore 18 ans a des biens, il y a certains enfants qui ont des biens. Supposons, nous avons parlé par exemple des enfants qui sont adoptés. Peut-être si ses parents biologiques sont décédés, lui ont laissé un héritage, ou bien s'il a hérité quelque chose, un don d'un parent ou bien d'une œuvre de bienfaisance. Donc c'est le parent qui doit gérer ce bien-là jusqu'à la majorité de l'enfant. L'enfant ne peut pas décider, j'ai une maison, je fais ce que je veux, ou bien j'ai une voiture, je fais ce que je veux. Donc c'est le parent qui gère ces biens-là également jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur. Dans cette situation, est-ce que les nouveaux parents jouissent du droit d'usufruit sur les biens de cet enfant? En principe, non, puisque vous devez gérer le bien dans l'intérêt de l'enfant. L'usufruit, ça appartient à l'enfant. Donc, si on suppose que si un enfant a une maison, par exemple, et la maison est mise en location, donc les loyers doivent être collectés pour peut-être s'occuper de l'enfant et ne pas faire autre chose avec cet argent-là, par exemple. Donc, les parents disposent juste du droit de surveillance et de regard sur les biens de cet enfant. De gestion. Vous gérez au bien. Très bien. Maintenant, nous allons parler de la contestation de la filiation. Quand est-ce qu'on parle de contestation? Et quelles sont les situations dans lesquelles on peut l'invoquer? Oui, on peut parler de contestation. On dit par exemple, lorsque je prends ou bien refus de paternité, surtout puisque c'est la question de paternité qui est la question la plus importante lorsque nous parlons de filiation. Lorsque on dit par exemple qu'un mari, par exemple, qui vit avec sa femme, il peut contester le fait que l'enfant qui soit né dans le mariage soit déclaré comme son enfant. Dans ce cas, il doit prouver qu'on dit entre 180 jours et 300 jours. Si le mari arrive à prouver que pendant la période où la maman est tombée enceinte, il n'était pas présent, il ne pouvait pas être l'auteur de cette grossesse. Donc, il faut qu'il prouve que pendant la période où cela a été déclaré comme la période de la conception, soit il était en mission, soit il était physiquement inapte à pouvoir être l'auteur de cette grossesse. Donc, dans ce cas, il conteste et il fait ce que nous appelons un désaveu de paternité. Donc, il va en justice et il dit, cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant, donc je n'ai aucun droit, aucune obligation envers cet enfant. Et à quel moment intervient la demande de test de paternité, de test d'ADN? Oui, ça, ce sont souvent, c'est les tribunaux qui le font souvent. Et la plupart du temps, lorsque un parent conteste ou bien un père refuse de reconnaître la grossesse, donc lorsque l'affaire va au niveau du tribunal, le tribunal peut demander à ce qu'on puisse faire un test de paternité à l'enfant et aux parents. Donc, si l'analyse, on fait les prélèvements et on envoie pour faire les tests et les résultats départageront les parties en présence. Et la charge des frais incombe à quelle partie? Bon, la plupart du temps, on dit, si par exemple c'est vous qui êtes en train de contester, la charge des frais vous revient. La charge des frais vous revient. Mais dans certains cas, si on fait l'analyse, par exemple, et on se rend compte que peut-être la personne qui conteste est dans son droit de contester, on peut demander à la partie adverse de payer ces frais-là. Maintenant, lorsqu'on fait ces diagnostics, ces analyses, toutes ces analyses-là, est-ce qu'on vérifie seulement la paternité?
entre l'enfant et le parent, où on fait également des tests pour vérifier la capacité de procréation du parent qui conteste la filiation. Non, on vérifie le lien de parenté entre le père et l'enfant. Est-ce que ce père-là, est-ce qu'il y a des probabilités que ce père-là soit le père de l'enfant? Donc, si c'est établi à 99,99% que vous êtes le père de l'enfant, que les chromosomes sont identiques ou bien que enfin, sur le plan biologique, les éléments montrent que vous êtes réellement le père. Bon, ça, en même temps, je suppose que la question que vous posez, la deuxième partie de la question découle du résultat. Si le résultat montre que vous êtes le père de l'enfant, ou bien il y a 99% que vous êtes le père de l'enfant, c'est que vous avez la capacité de procréer. Et maintenant, dans ce cas, lorsque les soupçons, les doutes sont avérés et que l'enfant n'est pas celui de son papa, quelles sont les conséquences légales? Oui, lorsque l'enfant n'est pas celui de son papa, donc ça veut dire que si avant que ces résultats ne sortent et que l'enfant avait déjà sur son acte de naissance le nom de ce père, ça veut dire qu'il y aura un jugement de rétractation, bien de modification de son acte de naissance. Donc, il y a la possibilité est laissée à la mère si l'enfant est mineur ou à l'enfant même s'il est déjà majeur de faire une autre action en recherche de paternité. Maintenant, aller chercher celui qui est son vrai père s'il veut porter le nom de celui-là. Et là, dans ce cas, s'il retrouve son vrai père, le vrai père, on met le nom de ce vrai père sur son acte de naissance. Sinon, on enlève le nom de celui qui n'est pas son père et l'enfant porte le nom de sa mère. Désormais, l'enfant porte le nom de sa mère. Parlons toujours de la procédure de contestation du lien de filiation. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on est dans une situation de concubinage? Oui, lorsque vous êtes dans une situation de concubinage, en principe, le problème ne devait pas se poser, à mon avis. Parce que on vous laisse la possibilité, si les choses sont faites telles que la loi le prévoit, on vous laisse la possibilité à vous, homme, ou bien à vous, potentiel papa, ou bien prétendu papa, de faire la démarche pour reconnaître, de dire que cet enfant-là est mon enfant. Si vous le faites, vous-même, vous avez fait la démarche pour dire que cet enfant est mon enfant. À moins qu'après avoir fait cette démarche-là, il y a des éléments qui vous sont parvenus, qui vous convainquent que l'enfant n'est pas votre enfant. Là, vous pouvez faire ressortir ces éléments nouveaux et demander à contester le lien de parenté qui existe entre vous et cet enfant. Mais s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, vous ne pouvez plus vous lever et contester les liens que vous-même vous avez permis d'établir entre vous et l'enfant. Maintenant, on a eu des cas où c'est la maman qui a fait la démarche, qui a dit « Cet homme est le père de mon enfant ». Maintenant, une fois que l'homme en question apprend que il y a une maman qui est partie déclarer à l'état civil que je suis le père de son enfant. Là, le père en question fait la démarche pour contester cet acte qui a été établi pour désavouer l'enfant en question. On a eu de ces cas où, parce que le père, il y a eu des cas qui sont peut-être un peu, si je peux le dire, rigolos, mais qui font quand même mal. Le père qui vit en concubinage avec la maman parce que lui-même il n'est pas allé faire la déclaration à contester l'acte de naissance d'un enfant. Et là, il y a eu un jugement qui a été établi après. Il fait après la démarche pour reconnaître l'enfant. Oui. Et qu'est-ce qui l'avait poussé à aller contester? Je ne sais pas.
Je sais pas, bon. Des fois, je me dis, je trouve que c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est quand même intéressant un cas qui peut permettre également de sensibiliser les gens à ce que les gens fassent les choses de la manière où la loi le prévoit. La loi est claire. On dit que si le père n'est pas marié, laissez-lui la possibilité d'aller reconnaître son enfant en allant à l'état civil dire que c'est mon enfant. Laissez-lui la possibilité de le faire. Et je pense que les gens pourront tirer des leçons de ce qui est arrivé. Maintenant, à l'issue de cette procédure de contestation qui peut s'avérer vraie, est-ce qu'il y a des sanctions pénales pour le conjoint qui a trompé si jamais l'enfant n'est pas du père, ou des sanctions pénales pour le papa du fait d'avoir douté de sa paternité? Bon, la loi ne prévoit pas de sanctions pénales en tant que telle. À la limite, ce qu'on peut faire, on peut demander peut-être des dommages et intérêts. Et lorsque, par exemple, vous avez pendant une dizaine d'années ou bien plus de 15 ans nié la paternité d'un enfant et que c'est peut-être la mère qui toute seule a pris en charge de nourrir, d'éduquer, de scolariser son enfant, et à un moment donné, la loi prouve, ou bien la justice prouve que l'enfant là est réellement votre enfant, on peut demander à ce que vous puissiez payer des dommages et intérêts pour compenser un peu la période de votre absence dans la vie de votre enfant, parce qu'il y a eu des charges et autres que une seule personne a supporté, alors que vous devez être deux à supporter ces charges-là. Maître Agué, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Quels conseils pourriez-vous donner à des parents pour leur permettre de protéger les enfants et de leur permettre de bien jouir des effets juridiques et des avantages de leur lien de filiation? Moi, je pense que la première chose à dire, c'est que nous sommes tous des Togolais et des Togolaises, et il nous appartient d'apprendre à connaître les réalités juridiques de notre pays. Le droit de la famille togolaise a des règles et des principes, et que chacun doit pouvoir comprendre et chercher à appliquer. Lorsque nous voulons fonder une famille, lorsque nous voulons créer la vie, il faut que nous pensions à l'intérêt des enfants. C'est vraiment important. Et suivre la loi permet de protéger les enfants. Un enfant qui subit tous ces allers-retours peut subir des traumatismes psychologiques, et ça affecte son avenir. Donc, il faut pouvoir tenir compte de ce que la loi prévoit et veiller à l'intérêt des enfants avant de prendre nos décisions, avant de poser nos actes qui touchent la famille, qui touchent l'intérêt des uns et des autres. Veiller à l'intérêt de l'enfant avant de prendre des décisions, c'est sur ces mots de Maître Agué Moussiassi Michel que nous allons mettre fin à cette émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'était Méchac Niaro au micro.